Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 4e webinaire Remake déjà. Merci de nous rejoindre ce matin. Je suis Benoît Conil, directeur commercial chez Remake Asset Management et je suis accompagné ce matin des sémillants Nicolas Kert, président de Remake AM. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas et du non moins sémillant David, directeur général chez Remake. Bonjour Benoît. Bonjour David. Bienvenue messieurs. Merci de votre présence ce matin. On va avoir beaucoup de choses à se dire. L'actualité est très riche. Ce que je vous propose, c'est qu'on divise, en fait, on répartisse ce webinaire sur 3 grands points. La première question qu'on va se poser, finalement, c'est l'immobilier, ça baisse. On avait un peu oublié que ça pouvait baisser. Alors, comment ça se fait que ça baisse ? Ça, c'est la première question qu'on va adresser. Ensuite, évidemment, on fera un bilan de l'année pour Remake. Est-ce que dans ce marché baissier, Remake s'est correctement comporté ? Quels sont les résultats ? Et puis, si vous le voulez bien, on terminera sur les perspectives pour l'année 2024 et ce qu'on peut attendre à la fois sur les marchés IMO et puis sur le produit Remake Asset Management. Ça vous va ? Parfait. Excellent. On y va. Comme d'habitude, vous avez maintenant pris le pli. On va patienter pour les derniers retardataires qui se connectent. En 3 phrases, vraiment, ce que je vous propose, c'est peut-être de nous expliquer, toi, Nicolas, ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu es président d'une société de gestion. Qu'est-ce que c'est un président de société de gestion ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, le président, c'est qu'un titre juridique, mais l'organisation de Remake Asset Management, c'est une organisation bicéphale de 2 dirigeants qui sont ici et qui se partagent au quotidien un certain nombre d'activités, mais qui surtout se soutiennent et puis peuvent donner des avis parfois divergents. Et c'est toujours mieux de pouvoir décider à 2 que tout seul. Moi, en ce qui me concerne, je me spécialise plutôt au sein de la société de gestion sur tout ce qui a trait à l'organisation de la société de gestion, du point de vue des moyens techniques, humains, etc., et de la conformité, et aussi avec toi sur la partie du développement commercial. Bon, très clair. Merci beaucoup, Nicolas. Et toi, mon cher David, alors directeur général d'une société de gestion, qu'est-ce que c'est ton périmètre ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors effectivement, Nicolas a raison, on est un peu interchangeable puisque c'est une co-gestion. Cependant, au jour le jour, j'ai un petit peu plus que lui davantage la responsabilité de la gestion avec un grand G, c'est-à-dire l'investissement, le fund management, la gestion des fonds immobiliers et l'asset management, la gestion des immeubles. J'ai aussi le marketing communication qui est très important pour une société de gestion, surtout quand on a des fonds grand public. Après, il y a les personnalités, il y a les caractères. Voilà, Nicolas est je crois, plus stratège et moi plus tacticien, donc ce qui va bien avec nos différents caractères. Bon, vous êtes complémentaires, donc tant mieux pour la société de gestion. Merci, messieurs. Alors, juste un dernier mot avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Je rappelle à tous les gens qui sont connectés ce matin que ce webinaire sera disponible en replay. On vous l'enverra dans la foulée. Vous pourrez le revoir à votre guise. On y va, messieurs. On va commencer donc par la première partie. On avait un peu oublié que l'immobilier pouvait baisser. On peut parler de crise depuis maintenant un bon 18 mois sur les marchés immobiliers. Cette crise, on la voit, elle est visible sur les produits immobiliers grand public, les produits d'épargne, depuis 6-8 mois à peu près. Je vais peut-être commencer par toi, Nicolas. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine de cette baisse ? Pourquoi finalement l'immobilier qui montait depuis 30 ans est en train là de corriger ? Alors j'ai entendu dans ta bouche crise et immobilier. Ce n'est pas une crise de l'immobilier. Ça c'est important en fait de le rappeler. Et si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on comprend mieux la dynamique qui a conduit aujourd'hui à ce que certains fonds collectent moins, voire soient même illiquides ou alors affichent des performances négatives. Tout simplement parce qu'au sortir du Covid, on a assisté en fait à un déséquilibre de l'offre et la demande. Les usines se sont remises à tourner. Problème, toutes les lignes d'approvisionnement en fait ont été bousculées par le Covid. Excès de demande, une offre pas à niveau, donc résurgence de l'inflation. Mes enfants n'ont jamais connu l'inflation. C'est pour dire que c'est un phénomène qui est très nouveau pour les plus jeunes d'entre nous. Et puis invasion de l'Ukraine par la Russie, explosion du coût des matières premières et notamment de l'énergie. Là, que font les banques centrales ? Elles augmentent les taux directeurs, mais elles les augmentent de façon ultra massive. Rappelons-nous, moins 0,5%, c'était le taux directeur en 2021. On est passé à 4%, on est passé de moins 0,5 à 4%. C'est gigantesque. Aux États-Unis, c'est à peu près 500 points de base. Le taux directeur, Nicolas, pour ceux qui nous regardent, on peut en 3 mots. C'est le coût de l'argent au jour le jour qui est décidé par les différentes banques centrales à travers le monde. Donc c'est le coût auquel on refinance en fait les liquidités à très court terme. Et qui impacte les banques de détail. Exactement. Et évidemment, ces taux directeurs vont venir impacter les coûts de financement, les crédits auxquels typiquement on s'endette pour acheter sa propre maison. Donc lorsque le crédit coûte à peu près 0 en taux d'intérêt et qu'il en coûte presque 4, voire même 5% sur des durées longues, vous imaginez bien que la capacité d'achat
du particulier, mais aussi de l'investisseur institutionnel qui est une SCPI, eh bien, il est différent. Ça a un deuxième impact aussi, c'est que ça entraîne également, cette remontée des taux, une rehiérarchisation de la performance des différents placements, et l'immobilier n'est pas exempt de cette rehiérarchisation des taux de rendement, puisque les taux immobiliers ont remonté. En clair, ce que tu nous dis, c'est que finalement, si moi, épargnant ou investisseur institutionnel, je peux déposer des liquidités qui sont rémunérées sur des placements garantis à vue à 3 ou 4%, évidemment, ça hiérarchise par rapport à mon placement avec du risque. Un placement immobilier comporte des risques. Exactement. Qui va me rémunérer lui aussi à 3-4%. Et cette situation ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer, et donc les taux immobiliers doivent remonter. Ce qui traduit une baisse des prix, puisqu'on est dans une fonction inverse. Des taux qui montent, ça veut dire des prix qui baissent. Donc ça n'est pas une crise immobilière qui est liée à un excédent d'offres, par exemple trop d'immobilier dans le marché, et donc une demande qui n'est pas assez forte et donc des prix qui baissent. Non, non, c'est ces fameux taux qui ont redonné finalement de la vigueur aux placements sans risque, notamment les placements obligataires, obligations d'État, placements monétaires. Oui, c'est ça. Et donc pour ajuster un rendement immobilier, soit on augmente le loyer, mais ça a une limite. Ça, c'est compliqué. Soit on baisse la valeur faciale. Voilà. Merci pour ces explications, c'est très clair. Ça, c'est les conseils. En fait, c'est pas on augmente ou on baisse, on choisit pas. C'est le marché qui fait que ça bouge. On est d'accord. Disons qu'il n'y avait que ces deux opportunités-là pour faire bouger un taux de rendement en immobilier. Exactement. Alors justement, David, ça a des conséquences puisque donc l'immobilier, on vient de le dire, a ajusté ses rendements, donc les valos sont partis à la baisse et évidemment, ces conséquences-là, on les voit aujourd'hui sur un certain nombre de produits d'épargne immobilier. Grand public, on a vu des baisses de valo. Exactement. En fait, Nicolas a raison de rappeler, me semble-t-il, que c'est une crise financière avant d'être une crise immobilière. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'immobilier se comporte en fait comme les actifs financiers. Les gestionnaires, les conseillers en gestion de patrimoine et l'ensemble du marché ont intégré la classe d'actifs immobilières comme une classe d'actifs pour les épargnants depuis maintenant une vingtaine d'années. C'est rentré dans les allocations d'actifs. Les anglo-saxons, quand ils sont arrivés sur le marché immobilier français dans les années 2000, ont abordé l'immobilier comme une autre classe d'actifs que vous connaissez tous, qui sont les obligations. On s'est dit, on a un prix à l'entrée, on a une prix à la sortie, entre les deux, il y a peut-être une modification du capital qui se fait sur les mouvements de taux, et puis on touche un dividende, qui soit en tout cas un revenu qui serait lié à des loyers. Donc ça ressemble au modèle obligataire. Conclusion, si ça ressemble au modèle obligataire, on est dans une logique où, effectivement, la valeur du capital bouge suivant les mouvements de taux. Et Nicolas a eu raison aussi de le rappeler que c'est une relation inverse. Les taux montent, la valeur descend, les taux baissent, la valeur monte. Et donc c'est comme ça que finalement l'immobilier s'est comporté. Sauf que ce qu'on ne sait pas faire, c'est absorber des mouvements rapides. Si l'immobilier, et je le dis bien, si les taux étaient montés doucement, parce que j'entends parfois ici et là, oui, alors mais les gérants, ils n'ont pas anticipé de hausse de taux. Bah, évidemment que les gérants ils ont anticipé des hausses de taux, mais personne n'avait anticipé des hausses de taux aussi rapides. Si brutal. On n'a jamais vu ça, donc on ne pouvait pas l'identifier, on ne pouvait pas l'imaginer. Et donc ces mouvements de taux extrêmement rapides ont fait que l'immobilier s'est pas adapté. Si ça s'était fait lentement, l'immobilier se serait adapté. Ce que tu veux dire, c'est que les gérants auraient fait tourner leur portefeuille, en fait. Ils auraient peut-être davantage fait tourner leur portefeuille. L'indexation des loyers aurait fait que finalement le rendement du portefeuille aurait convergé plus rapidement vers le rendement des taux directeurs et du taux sans risque. Et effectivement, on aurait eu un mouvement beaucoup plus fluide et on n'aurait pas eu cette dichotomie qu'on a eue aujourd'hui entre d'un côté des produits sans risque extrêmement rémunérés et de l'autre des produits de type immobilier avec des stocks plus anciens qui, eux, peinent à revenir sur des niveaux du taux sans risque. Et donc, en plus, on a vu des baisses de valorisation brutales liées à tout ça. Donc, à partir du moment où, effectivement, on comprend qu'on est lié à un marché de taux, l'immobilier subit cette hausse des taux qui fait que les valeurs se retrouvent en difficulté, et donc on a des fonds qui vont réévaluer leur patrimoine de manière réglementaire, et puis en réévaluant leur patrimoine, ils se retrouvent en baisse, donc en baisse du patrimoine immobilier, et ils doivent effectivement impacter cette baisse. Dans la valeur du produit qui est vendu à l'épargnant. Alors Nicolas, est-ce que ça s'est passé partout pareil ? Ça a été aussi rapide partout en Europe ? Alors justement, si on parle de l'immobilier au sens large, qui réagit en fait avec les taux, mais certains marchés sont plus visqueux que d'autres, au sens où certains marchés retranscrivent cet effet sur les taux plus lentement ou plus rapidement. Certains pays en Europe ont plutôt une structure de financement à taux variable. Quand vous financez à crédit, vous avez des taux variables, plus ou moins capés, voire pas du tout capés. En France ou en Allemagne, on se finance en général en dette hypothécaire à taux fixe.
Donc vous imaginez bien que si vous avez de la dette à taux fixe en face d'un investissement immobilier, le taux d'intérêt restera le même pendant 10 ans, que votre prix, votre valeur de votre immobilier baisse ou monte, c'est pas très grave, tant que vous avez des dividendes, tant que vous avez des revenus en face. Et donc du coup, vous êtes moins enclin finalement à vendre, donc à accepter finalement de faire une moins-value réalisée en vendant votre actif parce que vous n'êtes pas stressé. Vous êtes quand même stressé le jour où la banque vient vous voir en disant c'est l'échéance de la dette et donc il va falloir refinancer. Ah oui, mais refinancer sur quelle base? Sur une base d'un prix inférieur de 30%. Donc il faudra que je remette des fonds propres. Oui, j'en ai pas. Et là, il peut y avoir un problème. Mais tu vois que ça prend un peu plus de temps pour arriver. Et puis il y a d'autres pays d'Europe, notamment anglo-saxons, mais pas que, qui ont plus une culture du taux variable. Et là, quand j'emprunte, quand j'achète un actif, que ce soit résidentiel, privé ou immobilier entreprise, que j'emprunte à taux variable, dès que les taux directeurs remontent, forcément ma charge d'intérêt remonte et donc je me retrouve, dans certains cas, en portage négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai plus d'intérêt d'emprunt que de revenus immobiliers touchés. Donc là, il y a un moment donné, en tant qu'investisseur, vous vous dites, mais est-ce que je continue comme ça en espérant que les taux variables vont baisser et donc que je vais avoir un portage positif, ou alors est-ce que je vends? Et c'est vrai, généralement, dans le monde anglo-saxon, on a plutôt tendance à se couper un bras très vite pour repartir en fait sur un autre investissement. Et là, on peut avoir ce qu'on appelle des fire sales, donc des ventes forcées, donc des vendeurs qui vendent parce que il faut qu'ils se débarrassent de leur actif sur lequel ils ont ces problématiques. Et ça alimente la baisse des valeurs? Évidemment, parce que vous imaginez bien que dans un marché où on a moins d'acheteurs et plus de vendeurs, puisqu'on a plus de stressés, potentiellement moins d'acheteurs, parce que si la dette est plus chère, j'ai moins d'effet de levier, donc j'ai moins de sous à investir dans l'immobilier, et bien fatalement, ça crée un déséquilibre, plus de vendeurs, moins d'acheteurs, et c'est là où les acheteurs reprennent la main. Et donc il y a une négociation évidemment à la baisse sur les prix. Puis aussi un autre paramètre, c'est qu'en tant qu'investisseur, si je peux investir à 4% de taux de rendement de capital garanti sur une obligation d'État, pourquoi j'irai acheter de l'immobilier avec les risques spécifiques attachés à 4%? Non, j'exige une prime de risque, c'est-à-dire une prime supplémentaire sur le taux sans risque pour investir en immobilier. Et donc, je vais exiger 5% de taux de rendement et pas 4%. Passer de 4% à 5% de rendement, c'est une baisse d'à peu près 20% de prix. Ouais, donc, je vais demander aux vendeurs de vendre moins cher de 20%. Et la transaction se fera avec cette baisse de prix. Et derrière, évidemment, les expertises, les évaluations vont prendre en compte cet écart pour valoriser leur patrimoine. Donc, si je récapitule en 3 mots, on a effectivement une crise qui n'est pas une crise immobilière, qui est une crise qui est financière, qui a été déclenchée par la hausse brutale des taux directeurs. Ça a généré derrière un assèchement sur le marché. Il y a eu moins de capitaux, moins d'acquéreurs. Ça a déclenché aussi ces réévaluations à la baisse sur un certain nombre d'immeubles. Et donc, c'est venu dévaloriser, entre guillemets, en tout cas baisser les valeurs d'un certain nombre de produits immobiliers. On vient de le dire, ça ne s'est pas passé à la même vitesse sur tous les marchés. Alors, en revanche, ça a une conséquence très importante, et là je me tourne vers toi, David, c'est qu'une fois que l'épargnant finalement constate cette baisse sur son produit, il a un peu tendance à sortir. Et là, on arrive sur un autre sujet. Alors, effectivement, il y a différents stades sur l'attitude qu'adoptent finalement les investisseurs par rapport à cette situation. Ça dépend aussi de la typologie d'investisseurs qu'on a dans le fond. Vous avez des investisseurs privés très long terme qui, eux, finalement, restent attachés à leur performance historique et ils se disent, j'ai acheté du revenu, ça bouge, ça... Finalement, pourquoi je sortirais? C'est un peu le même effet si on faisait le comparable avec du logement. Vous achetez un studio en investissement locatif dans une zone, vous espérez que cette zone va se développer, elle se développe pas, mais vous avez toujours votre locataire, vous vendez pas votre appartement, vous vendez pas votre studio, vous restez avec votre loyer, puis tant pis, c'est mes enfants qui passeront peut-être la paume, ou peut-être que dans 20 ans la paume sera rattrapée, mais c'est pas grave, en attendant j'ai mes revenus. Donc ça, l'investisseur de fonds de portefeuille, lui, il bouge pas. Après, on a d'autres investisseurs plus opportunistes qui peuvent se dire, finalement, j'ai l'opportunité de me dérisquer, l'immobilier a fortement baissé, est-ce que ça va continuer à baisser? J'en sais rien. Et si ça continue à baisser, il vaut mieux que je sorte tout de suite et que j'aille positionner mon épargne sur une typologie d'épargne moins risquée, sur du taux sans risque, puisque de toute façon, j'ai la même performance. Un petit, une petite aparté. Alors, peut-être pas une petite, mais je modulo quand même quelque chose. Cette approche, elle est un poil simpliste, parce que lorsqu'on approche les choses de cette manière, et je vois souvent dans la presse, elle est approchée de cette manière, on ne parle que des nouveaux entrants. On oublie que sur les 90 milliards, par exemple, d'euros dans une SCPI, sur le fonds de portefeuille des SCPI, la capitalisation des SCPI, c'est 90 milliards d'euros, on a plus de la moitié des gens qui sont rentrés il y a une dizaine d'années. Ça veut dire qu'ils sont rentrés sur des niveaux de rendement et de prix qui sont de niveaux de rendement plus élevés et de prix plus bas. Donc
Donc il faut un peu moduler ça hein, quand même. Tout le monde n'a pas fait de moins-value. Exactement. C'est pas parce qu'à un instant T, regarder les performances tout le 1er janvier, c'est bien parce que ça benchmark les SCPI, ça permet de voir les gérants qui s'en sortent le mieux à l'instant. Mais il faut pas oublier l'historique. L'historique est extrêmement important. Il y a plein de produits qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu en difficulté, mais si on regarde la performance des investisseurs sur la durée de détention, ça se passe pas si mal. Donc, il faut un petit peu le rappeler. Bon. Et puis, on a aussi des investisseurs institutionnels qui peuvent être investis dans des fonds immobiliers et qui, eux, sont dans une logique de risque ou d'allocation d'actifs. Quand vous êtes un assureur, par exemple, et que vous êtes investi aussi bien en actions, en obligations, en immobilier, et que vous avez une baisse de marché de manière globale, vous pouvez vous retrouver avec une allocation qui dépasse les autres parce que les allocations, les niveaux de valeur ont bougé, et du coup, vous allez diminuer une allocation parce que vos guidelines, comme ça, enfin donc vos calculs de risque en exposition vont dire non, tu dois diminuer l'immobilier parce que tu en as trop, parce que les autres classes d'actifs ont baissé. Voilà. Et donc ils vont sortir. Et là aussi, ça peut entraîner après parce qu'il y a des effets loupe. Il suffit que tout le monde en parle au même moment, et puis il peut y avoir des effets un petit peu, non pas de panique, mais en tout cas de gens qui stressent et qui décident tous de sortir au même moment. Et si on décide de sortir tous au même moment dans un fonds immobilier, ça se passe pas bien, parce que je rappelle que l'immobilier, comme toutes les classes d'actifs alternatives, il n'y a pas que l'immobilier, je te rappelle bien, comme toutes les classes d'actifs alternatives, pour ceux qui ont Alzheimer. Donc, effectivement, on ne peut pas sortir de ces produits facilement quand ça se passe mal. Ce sont des produits à la base illiquides. Donc, l'illiquidité, elle est liée non pas à l'illiquidité du bien, mais aussi à la composition des portefeuilles, au fait que, par exemple, en immobilier, quand vous achetez un actif, il faut 6 mois avant de pouvoir closer, donc il faut que des gens, etc. On n'appuie pas sur un bouton et on sort un immeuble. Donc c'est pas aussi simple. Donc tout ça fait que on s'est retrouvé dans une situation où certains fonds baissent de valeur, et puis après phénomène d'illiquidité, parce que blocage de la liquidité, parce que trop de gens veulent sortir à un instant T. Je voudrais ajouter un élément, c'est qu'effectivement il y a ces problèmes de liquidité sur un certain nombre de fonds historiques, ceux qui ont pu acheter de l'immobilier dans des conditions de prix plus élevées qu'aujourd'hui. Simplement, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce n'est pas une crise de l'immobilier parce que les loyers sont là, les dividendes sont là. C'était ma prochaine question. Ouais, absolument. Alors, les valeurs ont baissé. En revanche, ce qu'on constate sur le marché, Nicolas, c'est que les revenus sont stables. Oui, alors on ne va pas parler des taux de distribution, parce qu'évidemment, si vous baissez votre prix, vous avez un taux de distribution qui augmente, alors que les loyers n'ont pas augmenté. Mais si on regarde les dividendes versés par les SCPI, alors il peut y avoir des cas particuliers, si je suis exposé à certaines classes d'actifs, certaines typologies, exactement, mais globalement, on a des niveaux de revenus qui tiennent. Or, quand on investit dans un fonds immobilier, a fortiori une SCPI, on y vient non pas dans une approche TRI, c'est-à-dire je veux faire de la plus-value en plus de mes revenus, on vient d'abord pour aller capturer des rendements récurrents. Moi, j'ai pas vu de SCPI qui avait coupé son dividende parce qu'il y avait du vide partout dans son patrimoine. Donc c'est quand même ça qu'il faut retenir. Or, sur très longue période, il y a des statistiques qui le démontrent, l'essentiel de la performance sur un placement immobilier, sur une SCPI, a été produit par les revenus et non pas la valeur. Donc, il faut garder son calme. C'est ce que l'épargnant attend finalement. Il attend du rendement régulier dans la durée. Dans cette typologie de produits. Dans des produits type SCPI. Pour autant, et pour continuer là-dessus, Nicolas, qu'est-ce qui pourrait, si on se projette un peu, qu'est-ce qui pourrait affecter cette distribution? C'est une récession économique finalement? Oui, alors c'est ça. En fait, on a un premier volet, c'est resserrement des conditions monétaires, donc coût de la dette plus élevé, pour faire réduire la température de l'inflation. Évidemment, si je ferme le robinet de la dette, je crée une situation potentiellement récessionniste. Et donc, Et donc, je conduis potentiellement à ce que l'économie décroisse, le chômage revienne, etc. On constate quand même que la macroéconomie se comporte pas trop mal. Alors, je ne vais pas être excessif, mais on est sur des niveaux de croissance en Europe qui sont légèrement positifs. On voit que le taux de chômage, il bouge à peine, il est en légère croissance, et donc on n'a pas devant nous une récession. Or, une récession, ça détruit des emplois. Si j'ai moins d'emplois, j'ai moins de demandes d'immobilier entreprise. Si j'ai moins de demandes d'immobilier entreprise, en général, j'ai de la vacance. Deuxième facteur très important aussi à retenir, c'est qu'on aurait pu avoir sur les 10 dernières années des promoteurs fous qui construisent à tour de bras des logements, du bureau, du commerce. C'est pas le cas. L'année dernière, on a construit quasiment aucun commerce. On a une vraie crise du logement. Et en immobilier de bureau, ça fait longtemps que les promoteurs et les banques ont fermé le robinet de la construction. Donc on a un marché, en fait, offre-demande de l'immobilier qui s'est autorégulé et qui devrait contribuer justement à ce que les dividendes sur les SCPI diversifiés, qui sont assez larges, ne bougent pas fondamentalement. Peut-être même que l'indexation pourrait aider un chouïa à prendre un petit peu de revenus. Alors pour autant, messieurs, et dites-moi si vous êtes d'accord, mais il se pourrait que cette situation, donc cette crise financière qu'on vit, fractionne un peu le marché des SCPI. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nicolas ?
Alors, effectivement, donc, tout ça est une question je dirais de millésime. Quand vous avez fait le pari d'acheter, par exemple, des titres obligataires en 2020 sur des niveaux de taux très bas, évidemment, en 2023, ce placement-là, il vaut beaucoup moins cher puisque les taux ont remonté. Bon, si vous investissez dans une SCPI qui a constitué l'essentiel de son patrimoine dans un marché où les prix sont élevés, vous avez plus de chances de vous retrouver avec des baisses de valeur dans les conditions actuelles. Évidemment, si vous investissez dans une SCPI ou un fonds immobilier qui constitue son patrimoine dans la baisse des prix, donc dans la hausse des taux, vous avez plus de chances de capturer à la fois des rendements élevés, parce que les exigences de rendement, quand on est à l'achat aujourd'hui, sont plus élevées que par le passé, et en plus, des niveaux de prix plus bas. Ce qui veut dire aussi que votre patrimoine est un peu plus protégé d'une baisse que le patrimoine qui a été acheté en 2020. Et donc, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Vous allez voir pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle. C'est qu'on a une espèce de schisme qui est en train de se créer avec, d'un côté, des fonds qui sont un peu en difficulté sur la liquidité et les valorisations et qui, petit à petit, par la baisse des valeurs, vont retrouver des niveaux de taux de rendement à l'affichage qui vont être séduisants par rapport aux placements alternatifs. Et puis, de l'autre, des fonds qui se sont lancés, parmi lesquels Remake Live. Alors, il y a un facteur chance, personne ne prévoyait ce qui arrive là, et qui donc vont capturer ces opportunités, donc des taux de rendement élevés, des prix qui ont déjà décoté, et donc des conditions en fait plutôt pas mal pour réaliser de la performance. Et tant mieux, je dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça démontre que l'épargne et les SCPI en général, quand je lis un article qui dit les SCPI, ça va mal dans les SCPI, je dis non, ça va pas mal dans les SCPI. Certaines SCPI vont bien, d'autres vont moins bien, mais l'épargne immobilière, elle est toujours là et il y a toujours des opportunités à l'investissement dans ce type d'épargne. Eh bien, merci messieurs pour cette première partie macro très intéressante. Et alors justement, on en parlait déjà, on a commencé à toucher du doigt le sujet, mais je vais me tourner vers David. Pour la deuxième partie, on va parler en tout cas des résultats de Remake. Alors Nicolas le disait, un coup de chance sur le timing au départ, et puis après le talent chez Remake qui a permis de tirer, si tu me le permets, qui a permis de tirer la performance, un maximum en tout cas, d'optimiser un maximum la performance du fonds. Alors, fin 2023, on est début 2024 déjà. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que tu peux nous donner le rendement, la perf? Qu'est-ce que ça a donné Remake en 2023? Alors, en 2023, donc on termine l'année sur un taux de distribution de 7,79%. Brut de fiscalité étrangère. Exactement. Comme calculé dans le taux de distribution, effectivement, si on enlève la fiscalité étrangère, c'est-à-dire si on regarde ce qu'a perçu en direct le client final, l'investisseur, et donc on ne rajoute pas le crédit d'impôt qui est lié à la retenue à la source sur les revenus d'origine étrangère, on est à 6,48. Après, cette méthode, c'est pas une méthode spéciale Remake pour se faire plaisir, c'est une méthode de place. Donc, pour calculer en fait l'ensemble des performances des SCPI, l'idée c'est de dire quoi? L'idée c'est de dire que dans une SCPI, on est dans un véhicule translucide fiscalement, c'est-à-dire que les revenus sont fiscalisés dans les mains de l'investisseur final. Et donc, concernant les revenus français, on reçoit effectivement un rendement, on reçoit un taux de distribution, et puis après, on va payer de l'impôt. Mais comme à l'étranger, c'est un peu différent parce qu'il y a des retenues à la source sur les loyers, eh bien, on rajoute cet impôt déjà payé par la SCPI pour le compte des investisseurs à l'étranger pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Oui, tout à fait. Alors, pour résumer, la performance que vous allez retrouver dans les classements, c'est 7,79. Exactement. Brut. Là-dessus, Remake, la SCPI Remake Live paye de la fiscalité à la source. Et donc, ce qu'il reste, ce que l'on peut verser sur le compte courant de nos associés, c'est 6,48. Net de fiscalité. Exactement. Alors, cette performance, elle est à comparer à 2022. Jusqu'à 2022, on était à 7,64 et 6,48. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a réussi à maintenir notre distribution et même l'augmenter grâce à une stratégie d'investissement opportuniste, puisqu'on s'est tourné davantage vers les investissements à l'étranger cette année, ce qui nous a permis d'augmenter la distribution du véhicule, en tout cas le taux de distribution du véhicule. Donc, oui, vas-y. Oui, j'allais t'interrompre. Et s'ajoute à ça, pour mémoire, 2% de revalorisation du prix de la part début juin 2023. Effectivement, on a revalorisé au début de l'année la part de la SCPI. Pourquoi on avait fait cette revalo, David ? Alors, on l'a pas fait pour se faire plaisir, on l'a fait tout simplement parce que l'an dernier, on avait acheté un certain nombre d'actifs en France et à l'étranger dans des conditions qui étaient très relutives pour la SCPI, puisqu'on avait pu se positionner à un moment du cycle sur des actifs sur lesquels on avait assez peu de concurrence et on avait une hausse des valeurs d'expertise assez conséquente sur l'intégralité du patrimoine, dont on a répercuté qu'une partie
au moment de la hausse. On a choisi, en fait, avec Nicolas et avec Mathieu, qui n'est pas là, mais qu'on salue, qui est notre 3e gérant financier, d'augmenter de ne pas prendre l'intégralité de la hausse des expertises, parce qu'on était quand même dans un marché un peu nerveux. Donc on a pris 50% de la hausse. D'accord. On a gardé une prudence finalement, un matelas. Exactement. Et finalement, c'est bien nous en a pris, puisqu'on termine l'année sur une valeur de reconstitution, c'est-à-dire une valeur d'expertise, augmenter des frais sur le fonds, qui se termine à 203 et quelques. Alors, c'était ma question, ouais. C'était 203 et 29 centimes. Voilà, bonne. merci. Alors, si je 203 versus un prix à 204. Voilà. Ouais. C'était ma question suivante, Nicolas. Donc, les valeurs d'expertise, finalement, on a fait nos expertises à la fin de l'année. Oui. Les valeurs d'expertise ont montré une stabilité, finalement, du parc, dans un marché qui est pour autant baissier. Est-ce que ça veut dire qu'on a bien acheté ça ? Mais comme on n'a pas d'effet stock, on a très peu d'effet stock, donc on n'a pas très peu de patrimoine acheté avant le début 2022. Or, c'est précisément les actifs achetés avant 2022 qui prennent des baisses de valorisation importantes, donc on n'a pas cet effet-là. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a collecté, rapport à la taille de la SCPI, assez massivement. Et donc, évidemment, comme on achète dans le marché, on achète au dernier prix valable. Quelque part, c'est nos transactions qui créent le marché. Quand on achète à 30% moins cher qu'exige le vendeur en Irlande, en plein centre de Dublin, évidemment, on crée une référence de marché. Cette référence de marché va faire en sorte que les immeubles voisins équivalents vont voir une baisse de 30% de la valeur d'expertise. Donc quelque part, on contribue en fait à faire bouger le marché, la marque. Mais donc on achète finalement à de la valeur d'expertise. Nous sommes les nouvelles valeurs d'expertise. Donc évidemment, entre un investissement en janvier et puis une valorisation en décembre, si le marché baisse, on peut avoir sur certains actifs des baisses de 2-3%, et puis d'autres immeubles qui ont été très bien achetés qui se revalorisent de 2-3%. Pour qu'au global, par rapport au 30 juin, on soit à moins 0, des cacahuètes. Donc vraiment une baisse extrêmement. Ça, c'est une notion en fund management, c'est-à-dire gestion de fonds d'investissement, qui est extrêmement importante, parce qu'en fait, c'est la gestion du cycle qui est liée à la collecte, qui permet en fait de s'exposer le plus facilement possible à la valeur de marché. On avait 25% du stock des immeubles qui ont été achetés en 2022 et on a 75% qui ont été achetés en 2023. Donc dans un monde en fait de baisse de l'immobilier, ça veut dire que j'achète tous les jours moins cher. Oui, je moyennise en fait la valeur d'achat de mon parc à la baisse. Exactement. Et donc ça, c'est une vraie protection pour la valeur globale du patrimoine. La collecte, dans un monde de taux qui augmentent et donc de valeurs qui baissent, la collecte est un support à la performance et un support à la stabilité de la valeur de part. Alors justement, David, puisque tu parles de performance, on a une question qui nous est posée fréquemment. On achète des immeubles à 7, 7,5, parfois 8%, et on distribue 7,79. Pourtant, on a des frais de gestion et de la fiscalité à l'étranger. Alors comment est-ce qu'on fait finalement pour afficher de telles performances dans la SCPI? Alors, on n'est pas magicien et il n'y a pas de secret spécial chez Remake qu'on aimerait enterrer sous un tapis. C'est juste qu'on a déjà, je pense, une bonne, en tout cas, on a eu cette année une très très bonne gestion emploi-ressources. L'an dernier aussi, mais c'est une discipline qu'on se donne. La gestion emploi-ressources, c'est quoi? J'ai expliqué, c'est en fait l'adéquation entre la collecte et les investissements. Plus je place ma collecte rapidement, plus je termine l'année avec 0 sur mon compte, mieux j'ai fait mon job de gérant, c'est-à-dire de placer l'argent qu'on m'a confié dans des conditions relutives pour la SCPI. Relutive, c'est création de Relutive, ça veut dire que ce sont des conditions où à chaque fois que j'achète un immeuble, c'est un petit peu mieux que ce que j'ai en portefeuille et donc j'augmente la performance du portefeuille global. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire chez Remake et on le fait bien. Il faut l'avouer, on le fait bien. Ensuite, on a quand même des contraintes. Forcément, quand on est dans un fonds, on a des contraintes de collecte et on a ce qu'on appelle on a deux outils qui nous aident comme support à la performance. Le premier outil, c'est on a un petit peu de levier. On a un petit peu de dette. On termine l'année à moins de 17% sur l'effet de levier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on achète toujours 1-2 immeubles d'avance par rapport à la collecte pour faire en sorte que les nouveaux entrants ne diluent pas la performance du fonds. Si on n'avait pas un petit peu de dette, si on n'avait pas toujours 1 ou 2 immeubles d'avance, dans la mesure où l'immobilier est une classe d'actifs assez lente, sur laquelle l'inertie est longue et puissante, on se retrouverait finalement, quand on collecte 1 euro, de devoir partager les loyers des anciens associés avec les nouveaux. Et donc, on aurait un taux de distribution qui baisserait mécaniquement. Une érosion.
Exactement. Or, si on a un petit peu d'avance, alors l'idée, c'est pas d'avoir 50% d'effet de levier, on n'est pas dans un fonds qui a une telle stratégie, c'est pas le sujet. Cependant, avoir un petit peu d'effet de levier, c'est vertueux, surtout dans un fonds qui se déforme et qui grossit, et qui permet d'absorber plus facilement les actifs existants. Ça, c'est le coût de la dette étant sensiblement inférieur au taux de rendement immobilier. Ah, évidemment, on ne génère pas de la un dette effet pour de tirer de la levier, dette, évidemment, tu as raison de préciser. Le second point, c'est le délai de jouissance. Le délai de jouissance, c'est quoi? C'est-à-dire que quand on investit dans de l'immobilier, on a une période de carence. Une période de carence pendant laquelle, en tout cas dans une SCPI, pendant laquelle les titres qu'on possède ne donnent pas droit à dividendes. Pourquoi on a cette période de carence? C'est pour laisser le temps aux gérants de trouver un immeuble et de ne pas devoir partager le stock de loyer déjà en place avec le nouvel entrant, avec le nouvel associé. Ce délai de carence, ce délai de jouissance, il est assez faible. Chez Rémec, il est de combien? Il est de 3 mois révolus. Sachant qu'on a des CPI sur la place qui vont jusqu'à 6 mois. 6 mois, ça veut dire que quand on est sur 6 mois, ça veut dire que le 30 juin, tous les associés qui arrivent après... sont payés l'année d'après. Sont payés l'année d'après. C'est puissant. Il suffit que donc, c'est un vrai support. Par contre, nous, on n'a que 3 mois. C'est un choix qu'on a fait. D'abord, ça va bien avec nos personnalités. On aime bien être un peu dynamique sur la gestion. Et ça nous force, en fait, à rester vif sur le marché. Qui plus est, le modèle sans frais de souscription fait qu'on a des commissions d'investissement, donc on est payé pour investir, on n'est pas payé pour lever de la collecte, Oui. Ce qui fait qu'on ne laisse pas le cash en fait sur le compte bancaire rémunéré à 3 ou 4%. Non, notre boulot c'est d'investir, et si on investit à 7%, voire 7% plus, parce que plus on va aller vers la fin de l'année, plus les taux de rendement sont élevés, et bien évidemment on relue la performance du fonds, et or on est payé pour gérer de l'immobilier, pas pour gérer du monétaire. Ouais. Donc on aligne nos intérêts finalement avec ceux de... C'est vrai que Nicolas a raison de le rappeler, notre boulot c'est pas d'être payé pour placer en DAT. Alors, je suis désolé, j'accélère un tout petit peu parce que le temps passe. Donc on a parlé de la performance, donc 7,79 brut, 6,48 net, on l'a expliqué la différence, 2% de revalo, donc une année à 9,79 finalement. Je rappelle que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On a expliqué comment on faisait de la perf, et l'une de ces composantes, c'était la collecte. Nicolas, tu peux nous rappeler combien de collectes et combien de décollectes dans le fonds, peut-être, sur 2023 ? Alors, on termine à un peu moins, à 270 millions d'euros de collecte, à peu près. On a eu 14 parts en demande de retrait l'année dernière. Autant dire qu'il n'y a pas de demande de retrait, ce qui est assez logique pour un véhicule tout neuf. Je rappelle qu'on a mis en place des pénalités de sortie sur les 5 premières années sur la SCPI. Ceci explique aussi cela. Mais donc, on n'est pas en situation d'illiquidité. On estime, les statistiques malheureusement de la SPI ne sont pas encore sorties, mais la collecte nette devrait baisser d'à peu près 50% en 2023 par rapport à 2022. La collecte nette, c'est la collecte moins les rachats. Moins les rachats, les gens qui sortent. Voilà, et avec un stock de demandes de rachat qui pourrait se balader entre 1 et 2 milliards d'euros de demandes de rachat non exécutées. Donc c'est pas du tout notre cas. C'est logique parce que, comme je l'expliquais, d'un côté on a les SCPI dont les rendements sont trop faibles par rapport à ce qu'offrent les placements alternatifs, notamment le fonds d'euro ou le livret A tout simplement, et puis de l'autre des SCPI avec des taux de rendement plutôt élevés, comme c'est le cas de Rémec, qui sont en situation de collecte nette positive. C'est important ces petits chiffres, parce que si on parle de 50% de baisse, ça veut dire que l'an dernier on avait collecté, c'était une analyse historique de l'ordre de 10 milliards d'euros en collecte nette sur l'ensemble des SCPI. Là, on n'a pas les chiffres officiels, on va peut-être tourner autour de 5 milliards, mais on a maximum 2 milliards de parts en attente. Ça veut dire que même si on avait dû netter les parts en attente de retrait de la collecte, on serait quand même en collecte positive sur le produit. Oui. Et donc, déjà, ça veut dire qu'il y a toujours une dynamique de collecte sur ces produits. Donc ça, c'est important, c'est la première chose à dire. La seconde chose à dire, ça veut dire qu'on a bien d'un côté une dichotomie de marché, un schisme qui s'est créé avec une collecte qui se concentre sur quelques acteurs, et des retraits qui se concentrent aussi sur quelques acteurs, puisqu'on voit bien qu'il y a un écart. On est en collecte de 5 milliards, mais on a quand même des parts en attente de retrait. Ah, tout à fait. Merci, messieurs, pour ce bon bilan de la SCPI Rémec Lave sur 2023. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps tourne. On va essayer de se projeter, tous les deux, si vous le voulez bien, sur 2024. Je vais me tourner vers Nicolas. 2024, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de notre environnement macroéconomique, de l'immobilier ? On voit que les marchés financiers commencent à... en tout cas, anticiper peut-être une détente sur les taux directeurs pour la fin de l'année 2024. Alors, le signe avant-coureur, souvent, il vient des États-Unis, où on avait... il y a des paris qui se font régulièrement sur une première baisse potentielle des taux directeurs qui sont plus élevés que dans l'Union européenne, et généralement avec un cycle en avance sur celui de l'Union européenne.
de la zone euro en l'occurrence. Pas de chance en fait, hein, on n'a pas connu la première baisse des taux directeurs comme on aurait souhaité en fait la semaine dernière, mais on sent qu'on est plutôt dans cette mouvance. Pourquoi? Tout simplement parce que l'inflation est en train de se calmer, le coût des matières premières est en train de se calmer. Regardez les cours du lithium notamment qui étaient montés à des niveaux stratosphériques, qui sont descendus très très bas. L'énergie coûte un petit peu moins cher et donc tout ça est en train de revenir dans l'ordre. Donc garder des taux à 4%, est-ce que c'est logique quand une inflation en fait converge vers ce niveau-là? Donc on va vers une tendance à la baisse des taux directeurs. C'est quoi la conséquence pour l'immobilier? Ça veut dire qu'on va diminuer le coût de financement finalement des investissements en immobilier, puisque je vais aller me financer à la banque probablement moins cher qu'hier. Donc, je vais avoir plus de capacité d'emprunt et donc je vais remettre de l'argent dans le marché de l'investissement. Donc, si j'ai plus d'argent dans le marché de l'investissement avec un même niveau de vendeur, je devrais avoir un peu moins de facilité à négocier des prix et peut-être des valorisations qui pourraient, pourquoi pas, remonter à la faveur d'une baisse des taux de capitalisation. Attention, ça a pris 2 ans avant d'arriver en immobilier, hein. Donc ça ne va pas arriver à la fin de l'année, mais en tout cas, c'est une tendance qu'il faut prendre en compte peut-être pour les prochaines semaines. Et ça, est-ce que les vendeurs le price déjà, ça, dans leur... c'est un bon point. Avant de répondre à cette question, effectivement, il y aura toujours un délai. Hein. C'est-à-dire que s'il y a baisse des taux, et on se dirige là-dessus, avant que ça soit intégré dans les valeurs, il va falloir un petit peu de temps. Et puis, il y a ceux qui pourront attendre. Et ceux qui ne pourront pas attendre parce qu'ils ont des échéances bancaires, etc., et donc ils vont souffrir. Donc on va quand même on continuera d'assister à une baisse de l'immobilier, donc une hausse des rendements qui va peut-être s'étioler, mais en tout cas on aura un timing de marché sur 2024. Donc 2024 reste une année très favorable à l'investissement. Absolument, mais il faut... est-ce qu'on le voit aujourd'hui dans les négociations? Nous on voit effectivement, on constate dans certaines négociations que les vendeurs commencent à devenir un peu plus durs, un peu plus exigeants, parfois quand ils ont les moyens de le faire. Hein. Ils n'ont pas tous les moyens de le faire. Et on constate effectivement qu'il y a peut-être un peu d'espoir pour certains de retrouver de l'oxygène avec la baisse des taux. Il faut rester sélectif. L'an dernier, on a analysé pour 10 milliards d'euros de dossiers, hein, c'est à peu près 500 dossiers d'investissement qu'on a reçus pour 10 milliards d'euros. On a écrit un petit peu moins de 40 lettres d'intérêt sur des actifs et on a acheté 10 actifs. Ça fait 40 offres. 40 offres pour 700 millions sur 10 milliards, et puis on a acheté 10 actifs pour 300 millions. On voit bien hein, la sélectivité, et cette sélectivité, elle fait que dans un marché comme celui qu'on connaît actuellement, pouvoir collecter, c'est pouvoir déployer. C'est pouvoir déployer pour saisir les opportunités. Donc, on est, nous, très, très à l'affût, effectivement, des opportunités sur l'année 2024. Alors, justement, vas-y, Nicolas. Alors, j'ajouterais un point, c'est que cette tendance que tu décris, David, elle est à l'œuvre dans tous les marchés européens, sauf qu'on en parlait tout à l'heure, hein, les cycles de marché sont assez différents d'un pays à l'autre. Enfin, ils ne sont pas différents, c'est juste qu'ils sont timés un petit peu différents. Les marchés anglo-saxons ont beaucoup plus vite décoté que les marchés français ou allemands pour les raisons que j'expliquais. Ce qui veut dire qu'en 2023, on réalisait de très belles opérations en Irlande, au Royaume-Uni, et ça va continuer à être le cas cette année. Espagne. Mais peut-être qu'il y a un peu plus de pression de la part des vendeurs qui ont en face d'eux plus d'acheteurs. Voilà, c'est ça que tu décris, David. Bien sûr. En revanche, maintenant que les évaluations de fin d'année sont arrivées en France, mais aussi en Allemagne, nous, on pense que ces marchés qui sont beaucoup plus lents, je rappelle qu'en France, il faut 4, 5, 6 mois pour acheter un immeuble. En Angleterre, il faut 1 mois. Donc, vous imaginez bien que lorsque les prix baissent, les valorisations sont très vite marquées à la baisse dans les pays où on achète vite et très lentement dans les pays où on achète lentement. Et bien, ça y est, 2024, les valorisations sont actées. Ça veut dire qu'il va y avoir probablement de belles opportunités à l'investissement en France et en Allemagne. Alors voilà, tu anticipes un peu ma question, Nicolas, mais j'allais te demander finalement où est-ce que Remake va acheter en 2024 ? Alors, où on a acheté déjà, ça c'est la puissance en fait de la diversification géographique. Chez Remake, on a une diversification certes sectorielle, donc on est assez agnostique et on achète aussi bien du bureau. Nous, on aime bien tout ce qui n'est pas à la mode, hein, parce que quand c'est pas la mode, il n'y a personne à l'achat à côté de nous. Donc du coup, on peut négocier des prix extrêmement bons, évidemment sur des actifs de qualité. Donc on est diversifié sectoriellement, mais aussi, et c'est la puissance de la diversification géographique, c'est de pouvoir les capturer, ces fameux cycles. La tendance est la même, mais le cycle est un peu différent. On a fait beaucoup d'Europe du Nord, un peu d'Espagne, un peu de Pays-Bas, et on a commencé à ouvrir l'Allemagne et à revenir en France. 2024, ce sera probablement, enfin, on ne va pas se forcer, hein, mais on sent que ça va être probablement l'année de la France et l'année de l'Allemagne. On regarde aussi d'autres pays, pourquoi pas la Scandinavie, et pourquoi pas d'autres pays en Europe, notamment Europe centrale. On va essayer de conserver, David, une répartition globale du patrimoine à peu près aux 2 tiers sur l'Europe et 1 tiers sur la France, ou c'est quelque chose qui va bouger ?
Alors, Même si c'est difficile c'est un de petit se peu projeter. tôt, c'est un petit peu tôt pour se projeter, parce qu'on est quand même qu'en février. Aujourd'hui, on revient davantage sur la France, c'est certain. Cependant, la partie étrangère va rester très très puissante. On est très attentif effectivement sur les pays anglo-saxons parce que les pays anglo-saxons sont un indicateur avancé finalement de ce qui va se faire. Quand les vendeurs vont devenir de plus en plus exigeants dans les pays anglo-saxons, on peut savoir qu'en France et en Allemagne, ça va arriver aussi. Et donc, ça sera un petit peu le coup de sifflet qui sifflera à la fin de la récréation et qui dira attention, les vendeurs reprennent le pouvoir, donc il faut se dépêcher d'investir. Aujourd'hui, cette répartition, cette allocation d'actifs, elle nous convient. On n'est pas dans une situation à vouloir augmenter davantage la France. Initialement, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on pourrait, suivant les opportunités, monter la France jusqu'à 50% du portefeuille. Mais il faut avoir 50% à l'étranger. D'accord, donc minimum 50% d'étrangers. Et puis, quand c'est possible, de manière opportuniste, on va aller faire les meilleurs deals qu'on trouvera sur les marchés européens. Exactement, tout en gardant en tête que nous, on prend soin de garder ce fameux TDVM, l'ancien TDVM, qui est en fait le dividende La distribution. de la part. Voilà, là on a fait 6,5 l'année dernière, c'est aussi un indicateur qu'on regarde. Donc la fiscalité étrangère, on la prend en compte, mais ce qu'on veut aussi, c'est préserver en fait cette capacité de distribution à nos investisseurs. Alors, puisque tu en parles, est-ce que, même si on est d'accord que c'est non garanti et qu'on n'a pas de boule de cristal, mais est-ce qu'on a une idée déjà vague, Nicolas, de ce qu'on pourrait potentiellement distribuer en 2024 et en 2025 ? Alors, 2030, non. On a un fonds qui se dilate relativement vite, puisque la collecte rapportée à la capitalisation en début d'année va rester très importante encore cette année. On a réalisé un bon mois de janvier, donc la tendance est plutôt très bonne, ce qui veut dire que le fonds à la fin de l'année ressemblera un peu... pas beaucoup, en tout cas, sera très différent de ce qu'il est au 1er janvier. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les taux de rendement continuent encore d'augmenter, donc on va pouvoir continuer à reluer le fonds, mais néanmoins, l'impact du délai de jouissance dans la taille du portefeuille va aller décroissant, et donc du coup, on devrait faire converger le fonds vers sa performance très long terme dans les semestres à venir. Justement, le TRI 10 ans sur la SCPI, qu'on a construit il y a 2 ans et demi, donc peut-être qu'il faudrait qu'on le réévalue un peu à la hausse, c'est vrai, c'est 5,9% de performance sur 10 ans, performance globale. Donc c'est ça l'objectif de performance, peut-être un peu supérieur. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est pouvoir distribuer les mêmes niveaux d'acompte de distribution que l'année dernière au même moment en 2024, et puis 2025, en fait, faire converger probablement, mais après c'est le marché qui en décidera, vers la performance au long terme de la SCPI. Voilà. Si je résume un peu pour cette dernière partie, messieurs, et corrigez-moi si je me trompe, donc on a finalement des éléments qui vont nous permettre d'investir dans de nouveaux marchés, en tout cas dans des marchés qu'on avait peu adressés jusque-là, donc la France, l'Allemagne, avec une fenêtre d'opportunité qui va être encore très intéressante en 2024, mais qui risque de se refermer un petit peu à la fin de l'année. Donc c'est un peu maintenant ou jamais finalement de constituer, d'agrandir le parc. La collecte va être déterminante. On a expliqué pourquoi. Elle crée des effets de relution. Elle va nous permettre d'aller acheter dans des bonnes conditions dès cette année. Et puis, si cette collecte est au rendez-vous et que le fonds se dilate, qu'il grossit très vite, eh bien, on va pouvoir augmenter peut-être le rendement moyen du fonds. Ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est la performance future du fonds, en fait. Évidemment, chaque année, on regarde, en tout cas sur la partie distribution, évidemment, chaque année, on regarde la distribution de la SCPI, et c'est extrêmement important pour les investisseurs qui nous font confiance parce que ils y vont pour du complément de revenu, donc ils vont regarder cette distribution. Cependant, c'est une course. Les taux vont de nouveau baisser, on le sait. Après, quand personne n'a de boule de cristal, donc tout ce qu'on peut emmagasiner, tous les actifs qu'on peut acheter sur des niveaux de rendement élevés aujourd'hui vont s'ajouter au portefeuille existant, vont s'indexer ensuite pour pouvoir permettre de distribuer le plus longtemps possible des taux de rendement, des taux de distribution élevés. Sachant qu'à date, on verra à la fin de l'année, mais à date, on a une WALB, donc c'est la durée moyenne pondérée des baux en fait constituant du patrimoine qui est supérieure à 8 ans. D'accord, donc on a 8 années de visibilité sur les flux. Oui, on a 8 années de visibilité, donc c'est assez exceptionnel. On a rarement des CPI qui ont jusqu'à 8 ans de visibilité. C'est aussi aux conditions de marché actuelles qui nous aident à déterminer les meilleurs. Quand on a 10 milliards d'euros de dossiers qui nous sont envoyés, de dossiers qu'on va chercher, sourcer dans le marché, et que finalement on se positionne que sur 300 millions, ça veut dire qu'on peut choisir. On est sélectif. Bien acheter, c'est pouvoir choisir ? Oui, c'est lui qui le dit.
Bon, je taquine un peu. Messieurs, merci beaucoup pour tous ces éléments passionnants. Le temps tourne. On va passer aux questions de nos auditeurs qui sont nombreuses. Je vais essayer de prendre celles qui reviennent peut-être le plus souvent. Alors, il y en a une qui a été posée régulièrement. Est-ce que la valeur de reconstitution va encore baisser ? Est-ce qu'elle va baisser ? Est-ce qu'elle va continuer de baisser après sa très légère correction ? Alors, continuer de baisser, déjà, continuer de baisser, ça sous-entend que ça a beaucoup baissé. Non, je considère que c'est le trait du stylo. Hein. Je rappelle qu'on a effectivement alors, une valeur de reconstitution à 203, 20 et quelques, 29 effectivement, au 31 décembre. On avait une valeur de reconstitution de 203, 79, je crois, au 30 juin. 50 centimes sur 200 € en 6 mois, j'appelle pas ça une baisse, hein, j'appelle ça le trait du stylo en fait, hein, surtout dans une classe d'actifs sur lequel le caractère subjectif d'une valorisation est assez important. Donc aujourd'hui, est-ce que le patrimoine va baisser ? On a plutôt tendance à penser qu'on a touché un point bas. Donc, on n'a pas de raison de penser que la valeur de reconstitution continuerait de baisser. Et ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est que comme la SCPI grossit rapidement, on tire à la baisse la moyenne de valo de nos acquisitions et donc on se protège en plus un petit peu contre de potentielles baisses de valeur de reconstitution. Absolument, c'est mécanique. Hein. Donc on est plutôt protégé à ce niveau-là. Nicolas, alors une question qui revient aussi assez souvent, notamment de la part de nos partenaires, puisqu'on a vu que l'année dernière, donc le fonds avait beaucoup collecté, on l'a dit, 270 millions. On espère qu'il va grossir encore cette année assez fort pour les bonnes raisons qu'on a expliquées. Est-ce qu'il pourrait advenir à l'avenir qu'on referme un petit peu le robinet de la collecte, qu'on maîtrise, qu'on essaie de réduire la collecte qu'on va faire ? Alors, première explication, quand on décide d'investir dans un fonds thématique, de créer un fonds thématique, qu'on est finalement dans un marché de niche, on s'expose forcément, s'il y a de la collecte importante, à acheter dans des conditions pas forcément très avantageuses parce qu'on est forcé d'investir cette classe d'actifs. Donc nous, ce qui a prévalu notre choix, c'est de dire on veut être diversifié sectoriellement. Ça, c'est le premier point. Si je regarde en 2021, le marché de l'investissement en France était 26 milliards. Là, je crois qu'on a 15 cette année, donc ça montre quand même la baisse des volumes de transactions. Mais quand on peut adresser finalement les 15 milliards d'euros, on a un peu plus d'oxygène que si on fait un segment de marché tout petit. Le deuxième point, c'est que si en plus vous rajoutez la diversification géographique, et que c'est l'Europe qui nous intéresse, on était à 200-250 milliards d'euros il y a 1 an et demi, on devrait être à peu près à 150 milliards d'euros l'année dernière. Donc c'est moins de volume, mais ça reste quand même des volumes conséquents. Mais le troisième point, c'est que ça ne veut pas dire que s'il y a eu 150 milliards d'euros d'investissement, il n'y a eu que 150 milliards d'euros de propositions dans le marché. Comme tu le disais tout à l'heure, David, on a reçu 10 milliards d'euros d'opportunités d'investissement. Il y en a un très gros paquet sur ces 10 milliards qui se sont tout simplement pas vendus. C'est-à-dire que l'immeuble est entré dans le marché, ouf, il est ressorti. Donc il n'est même pas dans les statistiques. Simplement que la demande et l'offre ne se sont pas rencontrées. Probablement que ces vendeurs, en fait, une fois qu'ils sont ressortis, ils vont se dire « ouais, en fait, j'étais pas au bon prix, donc je vais peut-être proposer un prix plus bas ». Là, peut-être que nous, on investira dans ce type de produit. Donc on n'est pas tellement contraint, finalement, sur la capacité à déployer. La preuve, 31 décembre 2023, 0 € sur le compte de collecte. Tout a été investi. Donc on n'a pas de problème avec ça. Après, il faut quand même qu'on reste vigilant. C'est qu'on le voit, des fonds qui grossissent trop vite, trop fort et qui vont trop haut, qui deviennent trop importants, ils sont moins manœuvrants. Mais oui, l'immobilier, ça ne s'achète pas aussi facilement, ça ne se vend pas aussi facilement qu'une île obligataire. Et donc ça, on a totalement conscience que plus le fonds va grossir, moins il va être manœuvrant. Ça va être une question qu'on va adresser dans quelques semestres probablement, si la collecte en fait est très forte. C'est de dire quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour limiter justement ces flux-là et faire en sorte qu'on ne surachète pas un millésime. Si on collecte beaucoup cette année, c'est une super nouvelle. Parce qu'on achète dans un millésime très bas. Mais effectivement, si on avait beaucoup collecté en 2021, on aurait peut-être été un peu plus triste parce que le marché était très cher. C'est pour ça que c'est important la gouvernance d'une société de gestion, parce qu'on ne peut pas se retrouver dans des boîtes messianiques avec quelqu'un qui décide de tout. Quand on est plusieurs, on se retrouve finalement dans une situation où on peut argumenter, se challenger, échanger et faire en sorte de prendre la décision qui, on espère, sera toujours la plus inspirée pour les investisseurs qui nous font confiance. Donc oui, ces questions-là, on se les pose tous les jours, quoi. C'est des sujets qu'on aborde tous les jours. Il n'y a pas une journée depuis qu'on a monté Remake Asset Management qu'on se pose la question de savoir combien de temps va durer cette fenêtre de marché. Est-ce que si on collecte plus, on va pouvoir investir? Julien à l'investissement, dépêche-toi. Benoît à la collecte, dépêche-toi. Bon, bref, c'est des sujets sur lesquels toute la société et tout le COMEX finalement de la boîte se sent concerné et investi. Donc oui, on surveille ces sujets comme le lait sur le feu.
Merci messieurs, le temps tourne, on avait prévu 45 minutes, ça fait déjà presque 50 minutes. Il est temps de remercier toutes les personnes qui se sont connectées et qui nous ont écoutés ce matin. Je vous rappelle que vous recevrez par mail un lien pour revisionner ce webinaire à votre guise. Il me reste qu'à remercier David, merci beaucoup David. Merci Benoît. Et Nicolas, merci Nicolas, et à vous dire à très bientôt pour un nouveau webinaire de Remake.